En ce début d'après-midi pour un thème qui, je l'espère, sera suffisamment intéressant et stimulant, mais son intitulé déjà Macron 200 jours, what else? Alors me revient bien évidemment la tâche extrêmement difficile de rivaliser avec Georges Clooney, ce qui va être sans doute très compliqué, pour pas dire impossible. Peut-être simplement pour lancer la discussion de cet après-midi, puisque c'est le thème de la table ronde qui fait un peu la suite de celle qui a clos la matinée. Emmanuel Macron est président de la République depuis un peu plus de 200 jours. Un certain nombre de mesures ont émaillé les premiers mois de son gouvernement, les ordonnances travail, la réforme de l'ISF, la baisse des APL, une loi sur la confiance dans la vie publique, la fin de l'état d'urgence ou encore une réforme annoncée des institutions, et on l'a aussi évoqué assez longuement ce matin, une éventuelle révision du mode de scrutin pour l'élection des députés. Alors au-delà de cet élément, et sans revenir là aussi sur ce qui a été longuement évoqué ce matin, cet événement est le fruit d'un contexte politique, d'une situation compliquée dans laquelle, comme sans doute peu de fois auparavant, en tout cas pas récemment, la démocratie française a semblé malade, mal en point, et Emmanuel Macron a été aussi en partie élu sur à la fois ces symptômes de maladie et de malaise, et également sur un formidable espoir de renouveau. Alors, pour évoquer avec moi ces questions passionnantes cet après-midi, à ma gauche, Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, à ma droite, Jean Viard, sociologue et éditeur. Je me tourne tout de suite vers vous, Jean Viard, pour vous demander quel bilan vous faites finalement de ces 200 premiers jours et de la réalisation des promesses qu'il portait. La première chose, c'est qu'on n'est pas face à un problème franco-français. Je veux dire que la même année, on a le Brexit, on a Trump, on a Macron, on pourrait mettre d'autres. C'est-à-dire que toutes nos grandes sociétés sont dans une énorme difficulté pour avoir un imaginaire politique, construire des projets, et au fond construire ce qui fait le propre d'une politique, c'est-à-dire des forces du renouveau qui poussent au changement et des forces, je dirais, de l'avoir qui poussent à la défense des acquis. Bon, qui se jouent dans différents jeux, qui sont habituellement dits la droite et la gauche. À certains moments, on disait les sociétés esclavagistes et les catholiques, après les chrétiens, après on a dit les chrétiens et les protestants, etc. Bon, au fond, nos sociétés étaient bloquées. Et pas que celles-là. Et on avait le sentiment... Alors, ce n'est pas des sociétés où les gens sont malheureux. C'est des sociétés où les gens sont heureux, mais ils sont désespérés par la société elle-même. C'est-à-dire, en gros, quand vous demandez aux gens est-ce que vous êtes heureux, est-ce que votre vie réussit, etc., ils vous disent oui comme jamais. Et quand vous leur demandez est-ce que vous pensez que la France va bien, qu'elle a un avenir, etc., ils vous disent non. Mais non, il ne faut pas mélanger. Ce n'est pas des sociétés du malheur des individus, c'est une société du malheur du commun. Lequel commun d'ailleurs, le territoire, le religieux, etc. Donc c'est une société qui était bloquée parce qu'on a vécu une somme de révolutions absolument gigantesque dans un monde qui change à une vitesse absolument fulgurante. Et que ça soit le champ du politique qui n'a pas été reconstitué après la guerre froide, que ça soit le champ du numérique, moi je suis toujours fasciné par le fait que 4 milliards d'hommes en 10 ans sont connectés sur Internet. Dans l'histoire de l'humanité, ça crée une façon de vivre, etc., qui n'a rien à voir. Je suis fasciné par le fait que 63% des bébés sont nés en mariage cette année en France. 63%. C'est-à-dire que la structure de base du lien, le mariage, qui était devenu, qui n'était pas forcément d'un point de vue biologique évidemment, mais qui était quand même, a explosé en 20 ans. Il y avait 6% de naissances en mariage en 68. Bon. Je prends ces exemples pour dire le monde change à une vitesse absolument phénoménale avec ce que ça entraîne sur le monde du travail, etc. Et donc, du coup, les vieux camps n'arrivaient pas depuis 20 ou 25 ans à porter des réformes. Alors on peut dire Chirac n'a pas été un grand réformateur, alors qu'après on dit qu'il est très sympathique, on peut dire que Sarkozy a la crise de l'émir, on peut dire ce qu'on veut, chacun en fonction de son camp. Bon. Mais ce qui est clair, c'est qu'arrivent au pouvoir des gens qui, chaque fois qu'ils ouvrent un tiroir, trouvent une réforme toute prête. Que ça soit l'université, ça va être la SNCF, ça a été le travail, etc. Et au fond, des réformes qui n'avaient pas été faites, mais qui avaient été pensées, soit par des commissions de l'Assemblée, soit au Sénat, soit par des spécialistes. Et moi, il me fascine parce qu'effectivement, on dirait que les réformes, ils ont comme ça, ils les sortent et puis elles sont prêtes. Et c'est un peu ça qui se passe. Pourquoi ? Parce que depuis 25 ans, la société n'arrivait pas à se donner une direction. Et là, donc, qu'est-ce qu'on a finalement mis au pouvoir ? On a mis au pouvoir un pouvoir relativement bonapartiste, au sens où il y a un patron
qui décide et qui fait un certain nombre de réformes. Est-ce que c'est de la politique? C'est compliqué, c'est une transformation de la société. Mais la politique, c'est quand les gens se cristallisent sur une conviction et que ça les anime dans leur mise en mouvement. On n'en est pas là. On est dans une période du pourvoir, du pari. Et donc, effectivement, beaucoup de gens ont voté pour Emmanuel Macron en disant, de toute façon, d'abord, il n'y a que lui sur le marché, compte tenu du marché. Et puis aussi, après tout, pourquoi pas? Et en ce moment, on sent bien qu'il n'y a pas un rejet manifeste, il n'y a pas une adhésion non plus, il ne faut pas se tromper. Il y a, bon, on va voir. Et alors, on peut continuer à faire des réformes comme ça. Bon, et même l'université, vous m'excuserez, moi j'ai un certain âge, arriver à dire qu'on va retoucher l'entrée de l'université sans qu'il y ait des personnes dans la rue, c'est quasi inimaginable. On a eu des manifs pour bien plus que ça. Donc ça veut dire que la société est dans cette position. Et elle est dans cette position parce que tout le monde sait au fond que nos grands systèmes politiques issus de la révolution industrielle ne sont plus opérants, parce qu'on est dans une société collaborative, de relations d'individus. Ce matin, Jean-Paul Delevoye disait, il reprenait cette formule que j'aime aussi beaucoup, j'utilise beaucoup de Victor Hugo, c'est de dire il y a des moments où le peuple redevient foule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un peuple, il a une mémoire, il a une foucade, il a des amours qu'on peut aimer bien ou pas, la mémoire des grèves des mineurs, la mémoire de 45, on peut chacun avoir les siens. Et à un moment, tout ça se perd. Et donc, on est là-dedans. C'est-à-dire qu'on est, avec la révolution collaborative et numérique, dans un mode de lien social qui est un mode d'individu, de supporters, où on peut élire quelqu'un sur une base de supporters de foot, quasiment, c'est-à-dire c'est un lien direct, ou sur le bas de Twitter, comme Trump. Et donc, effectivement, comment avec ça on recristallise du politique, c'est-à-dire comment on met en réseau les gens qui innovent ici, les start-up, les AMAP, des tas de formes sociales d'innovation, et comment on les met petit à petit en système pour construire du mouvement. Pour le moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élu quelqu'un qui nous sort des dossiers, et qui lui-même, à mon avis, doit se demander comment avec ça on va refaire de la politique. Et je crois que c'est cette rupture dans l'imaginaire politique des sociétés, et on ne sait pas bien si on saura à nouveau faire de la politique avec des groupes, parce que la société numérique est une société de lien direct. C'est pas Avant la politique, il y avait les catholiques, les ouvriers, les paysans, donc il y avait des groupes avec des territoires, et donc petit à petit, on les articulait les uns avec les autres. Il y avait des passeurs, des leaders qui les articulaient à droite, à gauche, etc., au centre. Mais aujourd'hui, nous sommes des individus mobiles, discontinus. Un couple, ça dure 8 ans. On déménage tous les 10 ans, on change d'emploi tous les 11 ans. Comment avec ça, on fait du lien? Le salarié n'habite plus à côté de son entreprise, son copain de travail n'est pas son copain de week-end, etc., etc. Donc c'est une société de liberté extraordinaire et de souffrance pour ceux qui en sont exclus. Donc il y a ceux qui sont in, c'est-à-dire en gros 70% d'entre nous, et ceux qui sont out, on va dire 20-30%. Mais on ne va pas reconstituer des groupes sociaux comme on les a connus. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, je pense que Macron est un intermède, dont je ne connais pas l'avenir, peut-être que ce sera un phénomène de longue durée, mais dans une société, dans des sociétés qui sont fondamentalement désorganisées. Et les dernières choses, quand on fait une analyse politique des États-Unis et de la France, on a la même carte. On a la même carte. On a des grandes métropoles, effectivement, saisies par la révolution numérique, qui accélèrent la création d'emplois, la création, etc., et qui sont en gros votés Clinton ou Macron. Et puis on a du grand périurbain étalé, c'est-à-dire des anciennes classes populaires, essentiellement, ouvrières ou paysannes, qui effectivement, elles, sont dans le désarroi et se sont plutôt portées vers l'extrême droite. Et la carte est quasiment la même dans les deux pays. Alors c'est schématique de dire ça parce que c'est plus complexe que ça, mais c'est pour dire qu'au fond, tout ce que je dis à un moment, c'est que tout ça se réorganise sur l'espace plutôt que sur les classes sociales. Et au fond, la question, c'est qu'on a peut-être perdu les classes sociales comme on avait perdu la logique des ordres en 1789, c'est-à-dire un imaginaire de la société qui faisait qu'on se reconnaissait dans les ordres, on a cassé les ordres, on a fait les classes sociales, on s'est reconnu dans les classes sociales, et aujourd'hui, on est des individus en face à face avec la mondialisation, et c'est très compliqué. Cynthia Fleury, la même question qu'à Jean Viard. Vous avez, qui a opposé un peu joie privée, tristesse publique, dans un petit ouvrage qui n'a pas perdu de son actualité, les pathologies de la démocratie. Vous opposiez déjà de manière, vous mettiez en relation plutôt les comportements individuels et les comportements collectifs, et comment les malaises ou les névroses des individus pouvaient être en partie responsables d'un mauvais fonctionnement démocratique. Par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui en France depuis, disons, quelques mois, et avec ce que porte Emmanuel Macron, comment vous
Quel regard vous portez finalement sur cet épisode de notre vie politique? Alors, avant de répondre plus spécifiquement à cette question, qu'est-ce que le sentiment qui est le mien, si vous voulez, par rapport à la politique d'aujourd'hui, et qui est notamment faite par Macron, c'est qu'il y a deux grands enjeux pour la démocratie, et je vais dans le même sens que Jean Viard, pour les démocraties. Ce n'est pas un enjeu spécifiquement français, c'est un enjeu de la vérité de qu'est-ce qu'on fabrique après l'État-providence, en termes de réconciliation entre d'un côté l'État de droit et l'État social, puisque la démocratie, c'est cette combinaison forte des deux. Et les deux grands enjeux, c'est la question de l'anthropocène, donc de la relation à la nature et d'un ajustement permanent sur la nature qui vient renforcer des vulnérabilités, puisque les cercles sont très précis, c'est-à-dire on sait que là où il y a un déficit démocratique, on s'ajuste sur la nature et ça vient renforcer une vulnérabilité socio-économique. Et que donc on a des spirales comme ça de vulnérabilité qui sont... et que la question crise écologique, crise économique, crise démocratique est une même question. Donc ça, c'est le grand enjeu du politique, une question de temps un tout petit peu plus long que le nez sur le guidon. Donc ça, c'est la première grande question. Et l'autre grande question, mais qui est d'une certaine manière la même, c'est la régulation économique, la financiarisation de ce monde et le fait que vous avez un phénomène de sécession terrible des plus grandes multinationales qui ont aujourd'hui un capital qui peut rivaliser avec les États, qui ont une normativité qui peut rivaliser avec les États, c'est ce que permet l'accord du CETA et bien avant d'autres aussi. Donc ça aussi c'est très particulier de voir que des légitimités qui sont en apparence absolument sans commune mesure peuvent s'affronter et en plus voir le fait d'un État qui va rendre des comptes à ce moment-là à une multinationale si elle se juge lésée sur tel ou tel sujet. Donc des préférences collectives d'un côté incarnées par des peuples et de l'autre côté des préférences incarnées par des actionnaires. Et tout ça sur le même niveau. Donc on marche sur la tête. Donc pour moi, les deux grands enjeux pour toutes les démocraties, c'est ces deux-là. C'est quand on est un leader, quand on est un élu du plus petit niveau au plus grand, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces deux grandes questions? Donc la question, je la pose à Macron. Et là, en revanche, moi, pour ma part, je perçois peu d'innovation à ce niveau-là. La question de la régulation financière et de quel type de dynamique on met, à la fois, bien évidemment, pas du tout au niveau français, mais au niveau européen, mais pas que. Hein, on lance, c'est comme ça la vie, hein, on lance une dynamique de régulation et on essaye de voir qui on emmène dans cette histoire-là. Et puis on se bagarre comme on peut sur son propre terrain, en travaillant avec les lanceurs d'alerte, etc. Bon, donc ça c'est assez faible. Et puis le deuxième point, en revanche, il y a eu un grand discours communicationnel, hein, Make Our Planet Great Again. Bon, très bien. Donc ça c'était, je dirais, très bien vu. Et en même temps, on sent que là aussi l'ajustement est rapide et qu'on a quelqu'un qui sent le vent, mais qui, en matière de conviction, voilà, est plus ou moins malléable et que le côté pragmatique l'emporte systématiquement toujours. Mais a priori, en tout cas, il essaye d'en faire un enjeu français, j'ai le sentiment plus communicationnel que réel. Bon, donc ces deux grands enjeux, pour moi, qui sont l'enjeu du politique et l'enjeu de la pérennisation d'un État de droit, sont manquants. Et l'autre grand enjeu, c'est comment on invente dans ce monde, je faisais un cours hier sur Bauman, donc je suis encore dans sa terme de liquidité sociale, donc comment on invente dans ce monde qui est le nôtre, où effectivement les formes sociales sont assez disparaissantes, les formes institutionnelles sont disparaissantes, etc. Comment on invente un nouveau Philadelphie, en gros, c'est-à-dire le droit du travail, donc c'est un vrai sujet au niveau français. Et derrière, le corollaire, c'est quelles sont les nouvelles manières de faire solidarité? Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas solidarité de la même façon dans un monde de mondialisation extraordinairement mouvant, où bien évidemment on ne porte pas la solidarité de la même façon, etc. Et ça, il faut l'inventer. Et là aussi, sur cette invention de l'État social, je le trouve manquant de clarté. Ce que je perçois, et c'est peut-être insuffisant de ma part, une sorte de thatchérisme soft,
voilà, et qui me semble assez anachronique par rapport à ces 3 grands enjeux, comme si voilà, on était dans un idéal encore, la France, de rattrapage par rapport à d'autres pays qui auraient fait leur mue, alors que je pense qu'il ne s'agit pas d'être dans un idéal de rattrapage, mais plutôt d'inventer quelque chose pour être précisément à ces grands enjeux où là, sur le territoire de l'anthropocène, sur le territoire de la dérégulation économique, etc., franchement, on peut être pionnier. Hein, et je veux dire, on n'est pas pour l'instant, personne n'est extraordinairement loin devant. Donc ça, c'est mon sentiment. Et par ailleurs, ce qui m'interpelle, indépendamment du talent de la personnalité, parce qu'il est évident qu'il y a un talent, qu'il y a une capacité chez lui d'incarner, surtout à l'international, et que c'est quelque chose qui peut être un levier. Donc je ne sous-estime pas cela, mais en même temps, une certaine forme de, est-elle inconsciente ou réelle, une certaine forme de condescendance, pour le dire comme ça, par rapport à des nouveaux modes, là aussi, de gouvernance, des associations où on parle de participation démocratique, mais voilà, une invention démocratique que je trouve là aussi un peu légère, hein, et encore une fois, une sensibilité au fameux destin des individus assez relative, somme toute. Parce que quand vous regardez le territoire, c'est extraordinairement compliqué de faire un portrait des Français. Il n'y a quasiment plus de conscience de classe. Elle a volé en éclats. Enfin, peut-être Jean-Viard dira plus de choses que moi là-dessus, mais on a un sentiment qu'en tout cas, aujourd'hui, la seule conscience, éventuellement, c'est celle d'un déclassement. Et en fait, le déclassement n'a jamais produit un sentiment d'appartenance. Il produit essentiellement du ressentiment et pas nécessairement un certain type de solidarité. Donc, là aussi, pas simple de voir, si vous voulez, à part, et je pense que c'était ça le succès de Macron, hein, encore une fois, c'était la volonté, et ça a été quand même assez précieux, la volonté de donner un grand coup de pied quand même dans l'inertie et la rente des 2 partis traditionnels. Je pense que c'est ça qui a d'abord été fait et qui, je dois dire, est quand même assez plaisant. Jean Viard, Cynthia Fleury a employé le terme. De quel levier, finalement, compte tenu du contexte que vous évoquiez dans votre intervention, de quel levier dispose le politique en général et Emmanuel Macron en particulier? Alors, bon, moi, j'ai soutenu Emmanuel Macron depuis le début. Hein, et je continue, donc je ne me cache pas, je veux dire, à penser qu'effectivement, ce qu'il essaye de faire, je me suis même présenté pour lui aux élections. Donc c'est pour dire que bon, je suis allé assez loin dans le soutien de ce qu'il essaye de faire. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout, c'est pas un de mes copains, tout ça, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Mais c'est pour le dire, on a avec Cynthia une position un peu différente. Moi je crois qu'on pourrait prendre les choses autrement. La confiance dans les politiques est à 9%. La confiance dans les entreprises est presque à 60 ou 70%. C'est-à-dire qu'en réalité, entre le discours qu'on entend, des intellectuels, tout ça, qui oublie tout le temps que la confiance dans les politiques, elle est quasiment nulle, quoi. Bon. Et d'ailleurs, l'ensemble des politiques... Après, on sait que les gens préfèrent leur mère, etc. Bon. Et puis, d'un autre côté, curieusement, les gens ont confiance dans l'entreprise. Or, qu'est-ce que fait Macron? Macron considère qu'il faut remettre l'entreprise au centre de la société. C'est-à-dire, au fond, le cœur de la politique qu'il mène, qu'on peut discuter, il faut la considérer par rapport à celle qui a été menée en 81 par François Mitterrand. Lui, il a voulu décentraliser le pays, c'est-à-dire descendre le pouvoir, il a créé, enfin, renforcer les régions, etc. Et tout. C'est-à-dire l'idée, c'était de déconcentrer, de décentraliser l'État démocratique. On a multiplié les niveaux électifs, etc., à un point qu'on ne s'y retrouve plus. Au fond, on pourrait dire, Macron, il fait la même chose avec les entreprises, y compris quand la question des normes, la question qu'on descend au niveau des entreprises, des négociations, etc. Mais c'est de dire, on met l'entreprise au centre du fait social, parce que pour se battre contre le chômage, c'est l'entreprise qui crée de l'emploi. Donc, effectivement, on va supprimer des emplois plus ou moins aidés, et les emplois aidés ou d'autres emplois parapublics, en disant c'est pas à la sphère publique qui s'est engraissée effectivement pour aider les gens, et ça a permis d'ailleurs de gérer la crise de 2008 d'une façon beaucoup plus favorable que dans d'autres pays, mais en prélevant 55 à 57% de la richesse. Bon, il y a la retraite dedans, donc le modèle calcul n'est pas le même, mais en gros,
on pèse entre 5 et 10% de plus de prélèvements que les autres pays. Et on les prélève sur quoi? D'abord sur les entreprises. Au fond, en France, on a fait un partage. L'État doit être solidaire, l'État doit être social. Et puis les entreprises sont là pour produire des normes et se faire décrier toute la journée comme étant exploiteuses, etc. Une espèce de partage. Et au fond, c'est ce partage sur lequel Macron essaye de déplacer la ligne. Et il l'essaye pour deux raisons. Moi, je pense que plus je l'observe, il a appris la négociation dans une grande banque. C'est un excellent négociateur, que ce soit à l'international ou à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il sait jusqu'où aller et il sait très bien que le but, c'est que ça ne rompe pas. On n'est pas dans un affrontement de mise en scène du politique, on est effectivement dans une négociation d'affaires, et donc on sait dans une négociation d'affaires qu'il faut aller jusqu'au moment, mais de toute façon, il n'est pas question de la faire rompre. Donc, on est dans ce type de réponse. Et donc, la deuxième question, c'est de mettre l'entreprise au centre, et mettre l'entreprise au centre parce que la révolution collaborative, c'est une transformation extrêmement profonde du tissu économique, c'est-à-dire qu'on est passé des grandes entreprises qui structuraient des corps, y compris, on va dire, des classes sociales, pour aller vite, à une myriade d'entreprises en réseau, discontinues, et qui, effectivement, sont un tissu vivant. Et que donc, un entrepreneur aujourd'hui, d'ailleurs la grosse partie des entrepreneurs ne sont plus des entrepreneurs capitalistiques habituels, c'est des profs de start-up, c'est des gens qui dirigent une pharmacie, il y a 10 salariés, c'est les trois gros qui a 80 salariés, c'est tous ces corps, c'est ça notre société, et c'est là où se crée l'emploi. Et donc cette question de mettre l'entreprise au centre, c'est central, et la question du coup de décharger l'entreprise d'une partie, j'allais dire, du poids du PIB qui lui était surchargé par rapport aux autres, c'est aussi le deal qu'on fait avec l'Allemagne sur l'idée effectivement qu'on va prélever la même chose sur nos différentes entreprises et que l'alliance franco-allemande va permettre de donner la force dont on a besoin. Si je vais au bout, je dis s'il faut faire la guerre dans le monde de demain, c'est quand même ça qui se joue, c'est de faire de l'Europe une puissance militaire, diplomatique plutôt, militaire aussi, et donc que l'Europe soit une puissance. Et Trump, avec ses grandes élucubrations, quelque part nous aide dans ce processus. Et pour que ça soit possible, il faut qu'on ait effectivement la même idée de la place de l'entreprise dans les sociétés à l'intérieur de l'Europe. Tout ça fait... Il y a une cohérence de cette pensée, et je veux dire, je crois qu'il faut l'avoir comme telle. Après, on n'est pas obligé de la prendre, mais je veux dire que la question de la force et la question qu'on n'a jamais vue, une grande puissance durer longtemps sans avoir sa propre puissance militaire, surtout dans un monde où l'armement est partout. Ce qui est tragique, c'est pas ce que je préfère, mais c'est pas moi qui ai inventé les attentats, c'est pas moi qui fais que les rapports Nord-Sud sont dans une situation tragique, c'est pas moi qui fais la Russie, la Turquie, etc. Et je pense que si aussi les gens, au fond, laissent la main à Macron en disant on va voir ce qu'il fait, c'est aussi parce qu'on a tous envie d'être protégés, et que dans ce système de protection à l'international, au fond, on avait l'impression que la guerre n'était plus une question. En Europe, grâce à Dieu, depuis 70 ans, elle n'est plus une question. Mais elle le redevient. Quand il y a des attentats, quand il y a... Bon, enfin, on ne va pas revenir, on a tous vécu cette période, et on sait bien que c'est le début d'un processus, ce n'est pas la fin d'un processus, et qu'effectivement, on ne sait pas comment ce processus va évoluer. Donc, du coup, il y a un lien entre cette stratégie de l'entreprise, décharger l'entreprise de sa charge, donner du pouvoir à l'entreprise dans la société, décentraliser le social vers le terrain, et effectivement, dealer au niveau de l'Europe une espèce de moyenne tout pour construire une puissance européenne qui soit une puissance politique et militaire. Je veux dire, tout ça fait système. Je pense que c'est là qu'elle est la cohérence de Macron, et c'est aussi pour ça que les autres sont un peu... Parce qu'au fond, personne n'est complètement contre, même si, du coup, ça a des conséquences négatives, par exemple sur les emplois aidés, sur un certain nombre de choses, où là, il y a une culture... Moi, je perçois qu'ici, un homme de gauche, comme une culture un peu de droite, c'est de dire, au fond, on va mettre en avant les acteurs qui réussissent. Ce qu'il doit dire aujourd'hui, je ne sais pas ce discours qui tient aujourd'hui à Lille, mais en gros, c'est ça. Il va dire, bon, ben, partout, il y a des gens qui réussissent, donc dans les banlieues, eh ben, on va voir les jeunes qui réussissent, on va en faire un modèle pour les autres, on va leur faire imiter, etc. Alors qu'avant, on aurait dit, non, on va augmenter l'argent aux associations, etc. Il dit, non, ben, moi, je vais prendre les gens qui réussissent, je vais les mettre en scène, je vais montrer qu'on peut réussir partout, il faut voir les conditions après, etc. Ce qu'il a dit avec son image de premier de cordée. Donc tout ça est cohérent, si vous voulez. Voilà, c'est ça que je pense que ça répond à la question de la peur qu'on a dans nos sociétés, du moins à court terme, dans cette volonté de puissance qu'on a les uns vis-à-vis des autres, y compris si Trump continue à partir dans les choux. Enfin, lui, c'est sûr, mais ça dépend combien de temps ça va durer. On est dans une logique, on a besoin de puissance. Et cet homme arrive, il nous dit, moi, je vais vous donner de la puissance. Cynthia Fleury, dans le même ordre d'idées sur les leviers finalement de l'action publique, parce que c'est une question qui est assez essentielle en démocratie. Après tout, on choisit quelqu'un pour qu'ensuite il fasse des choses. Est-ce que cette tâche, elle n'est pas aussi un peu rendue plus compliquée dans une ambiance générale qui est une forme de délégitimation de l'action publique et de la puissance publique, mis à part, bien évidemment, sur les fonctions très régaliennes, mais pour le reste? Alors, d'abord, pour aller dans... Moi, je
comprend tout à fait la stratégie qui est de considérer que les entreprises portent en elles une dynamique endogène très forte qui a été totalement bridée. Les entreprises dans tout le spectre, hein, avec les toutes petites entreprises jusqu'à les grosses qui, elles, en revanche, ont généralement moins de soucis, et plutôt les multinationales. Donc non seulement ça me parle, mais je pense que c'est important. C'est important, et Dieu sait si, avec quantité de collègues, nous avons débattu et défendu un rôle public au sens de sociétal de l'entreprise, mais ça renvoie aussi à des règles qui sont un tout petit peu différentes, parce que, effectivement, quand vous avez une entreprise qui est définie essentiellement par son profit, c'est insuffisant pour venir participer d'un objectif qui est simplement le fait de redonner du travail, parce que ce n'est pas l'objectif de l'entreprise. Les entreprises n'ont pas pour objectif de donner du travail. Parce qu'à chaque fois on essaye de nous vendre ça, mais ce n'est pas la définition d'une entreprise. La définition d'une entreprise elle est donnée par le code civil, et en l'occurrence c'est de s'occuper de son profit. Et donc si s'occuper de son profit c'est de virer des gens, elle le fait. Donc si vous voulez, il y a une refonte de la définition de l'entreprise qui est aussi un terrain qui n'est pas inintéressant sur une indivisibilité des objectifs, sur le fait de dire le profit tout à fait nécessaire, mais comme moyen et éventuellement pas comme fin. Donc ça, c'est des réflexions aussi qui sont importantes. Donc moi, sur la décentralisation, entre guillemets, avec la société civile, sur le fait de considérer qu'il n'y a pas un monopole d'État de l'intérêt général et que nous devons véritablement, de façon comme ça, rhizomique, aller travailler avec les acteurs locaux, c'est pour moi, c'est évident. Et c'est vrai que on attend ça de la réforme qui concerne le droit du travail, etc. Et on verra si c'est ça l'enjeu. Ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois, il est assez, entre guillemets, innovant ou intelligent, pragmatiquement parlant, sur ce territoire-là. Et alors, par ailleurs, nous propose une conception, je reprends ces termes, jupitérienne, de la gouvernance démocratique. C'est-à-dire, c'est là où c'est assez drôle de voir que cette décentralisation dont il perçoit absolument l'importance sur l'endogène dynamique, etc., en revanche, les élus locaux, les régions, une forme de décentralisation qui serait tout à fait nécessaire, puisque bien évidemment aujourd'hui l'État ne porte plus de la même façon les choses. Ce n'est pas attendu, puis en plus il y a une confiance compliquée. Et puis par ailleurs, souvent, nous avons besoin, si vous voulez, de contrebalancer par rapport à ces sociétés ouvertes des vraies réalités de reterritorialisation. Donc tout ça, c'est un travail très fort avec les districts européens, parce que nous avons besoin d'avoir des régions qui sont en lien avec l'Europe, qui sont jumelées, etc. Et alors là, en revanche, on a une espèce de chérubin. C'est assez drôle de voir, là encore, une vision très anachronique du leadership, et qui est dommage parce que, encore une fois, on voit très très bien, prenons simplement l'accord de Paris. Qui va faire avancer l'accord de Paris? C'est l'interétatique qui va faire avancer l'accord de Paris sur le climat? Jamais de la vie, ce sont les maires. Donc c'est les maires qui portent aujourd'hui le souci le plus contraignant en termes de normes à échelle de 2020, donc c'est là, 2025, 2030, et c'est certainement pas l'interétatique qui est encore dans des vieilles querelles de croissance du PIB. Enfin, non, ce sont bien évidemment les villes qui sont au plus près des vulnérabilités civiles et en même temps qui sont elles-mêmes celles qui dégagent le plus de CO2 et c'est également elles-mêmes qui portent la richesse. Donc tout ça fait que c'est un lieu de la cité-État demain est absolument importante. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut travailler des nouvelles combinaisons de souveraineté démocratique. Ça veut dire qu'un État, aujourd'hui, doit travailler à différents échelons. Ça veut dire, alors que bien évidemment, encore une fois, les maires, les États, les grandes entreprises, tout ça travaillait ensemble, ça n'avait pas énormément de sens il y a encore 50 ans, 40 ans, alors qu'aujourd'hui, ce sont des cohortes qui sont absolument obligatoires pour que quelque chose se mette en mouvement. Donc, moi, je pense que, si vous voulez, la confiance dans le politique, c'est quelque chose, si vous voulez, à la fois, le chiffre est éloquent, et en même temps, nous allons redécouvrir
je pense, la vérité du politique, ne serait-ce que dans sa traçabilité. Je veux dire par là que les multinationales, la régulation, la dérégulation financière, etc., tout ça est peu transparent. Qu'est-ce que vous mettez en face de ça? Vous mettez des États qui, malgré leur inertie, leur lourdeur, etc., ont une traçabilité au sens où, si vous voulez, il y a des peuples qui sont derrière, il y a des scrutins démocratiques. Donc, à un moment donné, cette puissance de gouvernance, même si aujourd'hui elle est jugée comme insuffisante, ce qui est vrai, elle est légitime. Donc, on se trouve face à un système qui est, d'un côté, nous sommes toujours dans un système de légitimité de l'État-nation, et en même temps, nous avons un inefficace parce que les questions sont transnationales. Donc, nous devons inventer. Nous devons simplement inventer le niveau où on raccroche, si j'ose dire, à la fois la légitimité de l'État-nation et puis où on pense des liens à la fois avec la gouvernance mondiale, à la fois avec l'échelon, etc. Et en fait, c'est l'invention démocratique qui, je crois, véritablement est en peine. Parce que nous fonctionnons toujours avec des outils qui renvoient, en gros, à la démocratie du XVIIIe, du XIXe siècle. Or, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, quand vous fonctionnez nécessairement, demain, quand vous faites une loi, en fait, vous fonctionnez sur 1, 2, 3, 4, 5 échelons peut-être. Sans parler du fait qu'on rajoutera l'échelon virtuel parce que, je ne sais pas, nos identités numériques et qu'il y a une traduction numérique de nos droits à inventer. Et c'est ça, c'est cette inventivité-là où on est fondamentalement manquant. Jean Viard, juste une question, parce que Cynthia Fleury l'a évoqué et j'y pensais également en vous écoutant. Il y a beaucoup de choses dans la présidence d'Emmanuel Macron qui tournent autour du rétablissement de l'autorité. La présidence jupitérienne, le limogeage d'un chef d'état-major des armées. On est bien placé ici à Lyon pour le savoir, le limogeage d'un préfet. Qu'est-ce que ça dit de l'action publique? Qu'est-ce que ça porte comme évolution de notre système démocratique? Beaucoup de gens ont dit que c'est un retour à 1958 et aux fondamentaux de la Ve République. Comment vous lisez, vous, cette Moi, je dis que c'est un garçon qui est plutôt bonapartiste. Mais je veux dire, c'est sûr que... Mais c'est au-delà du jeu de mots, on le voit comme ça. Bon. Je pense qu'il y a une réflexion sur le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a une vraie réflexion sur le pouvoir dans ce type de société, qui est d'ailleurs très compliqué, parce que la question, c'est, dès qu'on arrive aux affaires, comment on devient un leader international immédiatement? Donc, comment on est effectivement une autorité? Macron, c'est incroyable qu'en 200 jours, il soit considéré comme un acteur planétaire majeur, alors qu'il est toujours à la tête d'un État relativement déficitaire, couvert de dettes, etc. Tout ça n'a pas fondamentalement changé, mais il est perçu comme un leader majeur. Et il est perçu en Europe comme un acteur majeur. Si l'Europe se construit comme puissance, il sera, je ne sais pas que c'est casse à lui seulement, mais il sera un des acteurs de cette mise en mouvement. Bon. Donc il a réussi ça parce qu'il a cette idée de l'autorité qui a été très visible à l'extérieur. Alors après, là où je suis d'accord avec Cynthia, c'est que le problème, c'est que Macron, il faut bien voir, il y a 18 mois, c'était 25 personnes, et encore un maximum, moi j'ai assisté à des réunions, on était 12 en réalité, bon, de réflexion sur ce qu'il fallait faire et tout. Et donc, le problème, c'est que c'est une toute petite équipe qui est arrivée un peu par compétence, un peu par hasard, un peu par tactique, et qui a fait élire 300 et quelques députés, dont la plupart n'avaient jamais l'idée 15 jours avant qu'ils seraient députés, et qui n'ont jamais réfléchi sur le pouvoir, qui n'ont aucune culture de la politique, avec tous les problèmes que ça pose. C'est vrai que ça rappelle d'ailleurs un peu 58, parce que De Gaulle aussi s'était trouvé avec des tas de députés, dont certains d'ailleurs sont devenus des affairistes. Donc il faut faire attention, c'est très bien de prendre des jeunes tout frémoulus, mais la politique c'est aussi des codes, c'est aussi des règles. Voyez, la première fois que j'ai été élu, je sais que Elisabeth Guigou m'avait dit « Jean, surtout tu n'acceptes pas un café, tu réfléchis à l'avant, tu refuses tout. Parce que le jour où tu acceptes un café, après on va t'inviter à déjeuner, puis après on va te proposer un week-end, et puis après le jour où tu te diras, mais... Et puis ce type, un jour, il va te demander quelque chose. Donc la politique, il y a une réflexion sur le pouvoir dans une société et sur les tentations qu'on vous tend tous les jours. Bon, tout ça est tout à fait essentiel. Mais donc, je pense que Cynthia a raison. Après, ça avance comme ça. Macron, il avance en avançant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Tout n'est pas construit. Et c'est vrai que ce qu'il a fait d'abord, c'est d'attaquer sur les grands équilibres. Que ce soit la sécurité sociale, que ce soit le travail, il va à mon avis l'université, etc. Et il l'a fait avec des grands leaders de droite. Il faut bien quand même reconnaître que dans son gouvernement, il a beaucoup travaillé dans le dossier qu'avait fait Maire pour sa campagne, etc. C'est-à-dire que là, il y avait des choses totalement élaborées. Bon, on voit très bien que dans 2 ans, on a des élections municipales et locales. Donc forcément, la question du territoire
Et elle va rentrer. Et de toute façon, c'est impératif. Mais à un moment donné, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire, il va commencer à se poser la question du territoire quand d'ici qu'on va arriver à des questions municipales. Donc à des élections européennes, municipales, régionales et départementales qui vont tomber. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il faudra se poser. C'est d'ici 1 an, 6 mois, il va falloir faire du côté du territoire la même chose. Alors ce qui est compliqué, c'est qu'on a la demande de la société, c'est quoi? Les gens comme nous, j'allais dire les gens qui sont ici, puisqu'ils sont dans un débat participatif, même si pour l'instant ils ne participent pas, c'est qu'au fond on est pour une démocratie participative, où on nous écoute, où on discute, etc. Bon. Mais la société, ce qu'elle demande, c'est plutôt un chef dans les études d'opinion. Et dans le monde, ce qu'on voit en ce moment, c'est plutôt monter des chefs, voire des dictateurs. Bon. Et on est tous en train de se rendre compte que le modèle de la dictature fonctionne avec le développement économique et la créativité. Le modèle chinois fait quand même beaucoup réfléchir sur nos fondamentaux. On a toujours dit, plus ça se développe, plus c'est démocratique. Eh ben, c'est pas vrai. C'est vrai ni à Moscou, ni en Turquie, ni en Chine. Et alors, parlons même pas des autres, ils ne se développent pas. Alors, mais en Afrique, c'est intéressant ce qui se passe. L'Afrique se développe beaucoup sur des modèles aussi non forcément démocratiques. Et donc, c'est ça qui est devant nous. Donc, on ne peut pas faire un bilan global de Macron 200 jours après, parce que je pense que la question du territoire, c'est central, et je suis d'accord, y compris parce que le territoire, d'un point de vue de la lutte pour le réchauffement climatique, c'est absolument central, évidemment, mais aussi parce que les cultures territoriales en France ont des systèmes de développement économique qui ne sont pas les mêmes. Que dans ce qui est en train de se passer, c'était la réorganisation de l'économie mondiale autour de 200 métropoles, alors que l'économie mondiale s'était structurée autour des grandes villes administratives et des mines, pour aller vite, pour faire une géographie rapide. On est dans un truc où il y a 200 métropoles qui captent l'essentiel des développements. Et un des grands enjeux, c'est comment on fait pour que ceux qui ne sont pas dans la métropole rentrent dans ce système de développement. Et de l'autre côté, comment on comprend que l'Île-de-France sera le New York de l'Europe. C'est-à-dire le départ, le Brexit, c'est une catastrophe par des tas de côtés, mais on a là la seule métropole de 10 millions d'habitants dans le territoire européen. Et on voit bien les batailles qui sont en train de se mener. Sarkozy avait ouvert ça comme piste, ça se continue. Je veux dire, c'est plus important que tout le reste. Pour le 21e siècle, la grande question, c'est est-ce qu'on va avoir une métropole de niveau mondial en Europe qui va dialoguer avec New York, Shanghai et Los Angeles? Il y en a 4, peut-être 5, pas plus. C'est ça qui est en train de se... Non, donc tout ça, c'est des questions territoriales absolument centrales. Et c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas. Et puis, il n'y a pas, j'allais dire, d'empathie de gauche. Si vous voulez, je le dis parce que bon, je leur ai dit aussi, je leur dis aussi, on en discute, ils le savent, ils ne sont pas idiots. Il est clair qu'il manque l'épaisseur de gauche. Je ne veux pas critiquer la ministre de la Culture, parce que j'ai travaillé avec elle en plus comme éditeur, mais je veux dire, je ne sais pas, des fois il y a des discours de gauche qui font chaud au cœur, quoi. En ce moment, ça manque un peu. Mais ça manque, c'est pas simplement une mise en scène, c'est aussi une vraie réflexion, je veux dire, effectivement, sur comment on démocratise les choses, comment on tend la main aux plus fragiles, comment on n'en fait pas le cœur de la société. Ce qu'on a trop cru depuis une période, en gros, il ne suffit pas d'aider les pauvres pour avoir un projet de société. C'est bien d'aider les pauvres, c'est bien d'aider les plus fragiles, mais c'est pas ça un projet de société. Un projet de société, ça doit être inclus dedans, c'est l'humanisme de nos valeurs. Mais à un moment, on aurait presque dit que c'était le projet central, notamment d'une partie de la gauche. Ça, c'est une erreur. Le projet central, c'est que la société soit puissante, c'est qu'elle soit protégée, c'est que les gens aient un avenir, etc. Et après, effectivement, tout va ensemble. Mais on avait un peu remplacé, j'allais dire, un peu comme avaient fait d'ailleurs les mouvements catholiques au XVIIIe siècle. À un moment, on remplace la charité par le projet, ou le projet par la charité. C'était pas ça la question. Bon. Donc, mais même si c'est essentiel. Et après, voilà, donc si vous voulez, on en est là. Moi, je reste ouvert à l'idée que la question du territoire, la question des villes, la question des métropoles et du lien entre métropole et en métropole sont des questions centrales parce que les gens vivent dans un territoire, parce qu'on n'a plus de classe. Moi, je crois que les classes sociales, pour l'essentiel, ne fonctionnent plus, enfin, en termes traditionnels, mais par contre, on a un territoire. L'économie lyonnaise, c'est une merveille absolue qui ne correspond pas à l'économie marseillaise. Et donc, chacune de ces processus s'est énormément enrichie de ce qui s'est passé depuis 25 ans. Parce que la révolution collaborative est une révolution par le territoire. Et qu'effectivement, il y a des types de liens qui ne sont pas de même nature et qui accélèrent des territoires quand ils sont bien dirigés. Et Lyon est un exemple fascinant de ça. Moi, j'avais travaillé un tout petit peu avec Raymond Barre après. Et on voit bien comment cette ville qui avait tout sauf le désir a su petit à petit rajouter le désir, si je peux me permettre. Et d'autres lieux, c'est l'inverse. Bon. Donc là, il y a un grand champ qui n'est pas ouvert. Mais j'ai tendance à penser qu'on est face à un tacticien qui ouvre les champs les uns derrière les autres, quand politiquement, ça l'aide dans ses rapports de force. Donc il a d'abord fait exploser la gauche. Là, en ce moment, il a donné la main à la droite, donc il fait exploser la droite. Quand le travail sera terminé, il va se poser la question de comment est-ce qu'il va gagner les collectivités locales et il va s'intéresser au territoire. Oui, c'est une analyse qui est
qui tient la route. Je pense que c'est bien vu. Hein. Je dis, je pense que c'est bien vu, effectivement. Oui. Cynthia Fleury, justement, il y a le terme d'autorité avec Emmanuel Macron, et puis il y a le thème de pragmatisme. Je fais ni une politique de droite ni une politique de gauche, ou pour le citer plus exactement, il y a des bonnes choses qui ont été faites par des gouvernements de droite et des bonnes choses qui ont été faites par des gouvernements de gauche. Est-ce que ça brouille pas toutes les lignes, et est-ce que ça n'ajoute pas un peu de confusion en fait dans l'esprit de nos concitoyens, ce type de discours? Alors, sur bon, c'est une question qui paraît très simple, mais en fait, c'est assez compliqué. D'abord, sur la question de l'autorité, juste un point. C'est vrai que en 1970, quand vous regardez le consensus de Washington qui défend la mise en place cette idée surréaliste d'une exportation possible de la démocratie, et qu'en tant cas, l'horizon d'attente géopolitique, c'est la démultiplication des démocraties, des leaders mondiaux qui tous ont un même système. On n'est plus dans ça. Aujourd'hui, la vérité, c'est que, entre guillemets, les régimes dits autoritaires ont pris la main. Et ont pris la main, pourquoi ? Non pas parce que je pense, alors c'est là où je ne suis pas d'accord, parce que les individus veulent un chef, je ne pense pas. Ils ont pris la main parce que l'État social, c'est politiquement dérégulé, c'est-à-dire que les politiques, dans les années 70, ont délibérément dérégulé leur affaire, perdu donc du pouvoir sur l'espace de plusieurs décennies, et que donc dans un réflexe défensif conservateur de base, les peuples appellent soi-disant à un chef, avec cette idée que ce chef va soi-disant les protéger et incarner plutôt soit une fermeture, soit ceci, soit cela. Bon, mais c'est une... Alors là, c'est la psychanalyste qui vous parle, c'est absolument une illusion fantasmatique magnifique, mais qui, hélas, va précisément ne va pas faire ça. C'est-à-dire ça va simplement affaiblir encore plus l'État social, encore plus, la démocratie. Et a priori, je ne vois pas comment le fait de mettre sur la scène internationale des grands leaders autoritaires va venir faire émerger un État social et avec cette idée d'un compromis social, etc., etc. Ce que vous voyez, c'est une ligne de partage de plus en plus forte entre les deciles, les centiles les plus hauts ou les plus bas, et une coexistence des deux sur des formats où en France, en tout cas en Europe, on n'avait pas ce phénomène-là, qui existe dans des très très grandes mégalopoles, où vous avez à l'espace de quelques mètres véritablement les deux bouts de non pas la chaîne alimentaire, mais la chaîne sociale. Et c'est ça qui advient aujourd'hui, et c'est tout sauf pacifique, et ça nous renvoie vers des situations où on pousse encore parce qu'on peut toujours s'ajuster, mais ça nous renvoie vers des situations de confrontation civile maximale. Bon, donc moi je pense que voilà, le rappel du chef n'est pas, si vous voulez, il est né de la faillite de l'état de droit à garder son état social corrélé, encore une fois, à lui, et à ne pas s'illusionner sur le fait que l'état de droit n'est qu'un état procédural, institutionnel, automatique, etc., etc., mais que non, il vit des luttes sociales et il vit de cet engagement permanent des mouvements sociaux et de l'implication des individus qu'il constitue. Bon, alors ça c'est un point. Après, le droite, gauche, etc., la question est qu'aujourd'hui, les lignes de partage, encore une fois, c'est ce que disait Pascal Perrineau ce matin, mais elles sont différentes. C'est-à-dire que les grandes idéologies ne s'affrontent pas de la même façon, et je ne suis pas sûre que la demande soit celle-ci de la part des concitoyens. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est de dire, voilà, quel est le type de régulation, encore une fois, de la part de l'État, quelle est l'action de l'État,
je pense que ce n'est pas si lisible que ça en termes de responsabilité. Jusqu'où l'État prend une responsabilité dans sa part pour une régulation économique, démocratique, etc. Je pense que ça manque un peu de lisibilité par rapport à ce qui est aujourd'hui chez Macron. Et que ça, en revanche, c'est problématique dans une confiance générale qui est que... alors, il y a un tel désaveu, encore une fois, des partis traditionnels qui se sont quand même grandement mal comportés. Et donc, enfin, la sanction est tombée. Donc, ça fait du bien quand même. Je crois que c'est régénérateur pour tout le monde. Mais quand vous voyez comment ils se réorganisent, vous vous dites, mon Dieu, c'est d'une tristesse absolue. Mais voilà. Donc, et quand vous voyez ce qui surgit, je voyais encore là les tweets sur, comment dire, comment il s'appelle le truc de Macron, La République en marche, pardon. Le truc de Macron. La République en marche, LREM, et donc je voyais le fait que précisément, voilà, on semblait aller vers la refonte d'un parti à l'ancienne, pour la faire un peu courte. Bon. Et donc, là aussi, quel dommage, parce qu'encore une fois, la démocratie, ça fonctionne. Un parti, ça a un rôle essentiel, encore une fois, dans la démocratie. Ce n'est pas qu'un appareil de conquête du pouvoir, c'est un appareil de proposition, c'est un appareil d'organisation des alternatives, etc., etc., de recrutement des futures élites, de formation de ces élites. Donc, c'est absolument très très important. Ça vient aussi calmer la rue au sens où vous vous sentez représenté dans un parti, etc., etc. Que vous soyez sympathisant ou militant, c'est pas tellement ça l'enjeu. L'enjeu, c'est d'être déjà sympathisant. Bon, et là, en revanche, c'est vrai que ça manque encore une fois de clarté. On a le sentiment d'un jeu tacticien très habile, d'avoir détruit en tout cas sensiblement les partis adverses, mais en revanche, quels bons outils sains, démocratiques on met en place de nouveau, ça c'est un tout petit peu, c'est manquant. Pour laisser un peu de place aux questions, je vais juste vous poser une dernière question à tous les deux. Quand on discute avec tout à chacun, enfin moi en tout cas ce que j'ai entendu à plusieurs reprises, les gens vous disent soit Macron réussit, soit Marine Le Pen est présidente dans 5 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un des enjeux. Maintenant, elle a été tellement mauvaise dans son débat que pour l'instant, elle aura du mal à remonter. Mais faut pas parier là-dessus. Je veux dire, tout le monde pensait que Trump ne serait pas élu, tout le monde pensait que le Brexit n'allait pas se passer, et tout le monde pensait que l'Espagne n'allait pas exploser. Et puis, on peut en rajouter comme ça. Donc, je veux dire, on est dans une situation extrêmement dangereuse. Pas qu'en France, globalement. Regardez la Turquie, ce qui était inimaginable, les journaux, enfin bon. Donc, il faut faire attention, on est dans une période d'explosion des structures politiques de nos sociétés. Alors moi, il se trouve que, bon, j'ai beaucoup travaillé, mais j'ai publié avec Václav Havel, il y a des textes magnifiques de Václav Havel où il dit les pays capitalistes se réjouissent de l'effondrement du communisme. Mais ils n'ont pas compris que c'est le couple communisme-capitalisme qui s'effondre. C'est-à-dire, en réalité, les deux modèles qui s'étaient construits l'un contre l'autre, l'un avec l'autre, c'est un peu comme des siamois, finalement. C'est le communisme qui s'est effondré le premier, parce qu'il était d'une efficacité, au-delà de tous ces systèmes démocratiques et tout, mais surtout il était d'une inefficacité. Il suffit d'avoir conduit un jour une Trabant pour bien voir qu'il y avait un problème, quoi. Donc, du coup, on se rend compte de ça. Mais en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'ont vécu les pays communistes dans les années 80. Il ne faut pas se tromper, c'est exactement la même déstructuration du collectif, du commun et du projet. Et il faut faire attention parce que ces pays-là aujourd'hui, ils sont quasiment tous dirigés par des partis d'extrême droite associés au pouvoir ou à l'intérieur du pouvoir. Même la Tchécoslovaquie, après le boulot qu'avait fait Václav Havel, etc. Donc je veux dire, faisons attention, c'est ça qui est en train de se passer. Bon. Et donc ça ne veut pas dire que Macron est la solution qui va tout sauver, pas du tout. C'est pour ça que j'ai dit c'est un pari, une possibilité. Moi, si je le soutiens beaucoup, c'est parce que je pense qu'il ouvre des portes. Quand on dit qu'il a détruit les autres partis, mais ils étaient déjà détruits depuis longtemps, il suffit d'avoir été à des réunions aussi bien les uns que les autres, ça n'existait plus. Donc je veux dire, la destruction du politique, c'est un danger majeur. Parce qu'une société a besoin de politique. Alors, ça peut être des partis, et c'est là où je m'arrête là-dessus, mais comment on va cristalliser de la politique en société numérique, je ne sais pas. Et je ne sais pas si on refera des partis, et je ne sais pas si on va être capable de faire ça.
Et c'est d'ailleurs vrai aussi pour les syndicats, c'est pas que pour les partis, pour les corps intermédiaires, la question est à peu près la même. Il est possible qu'on soit incapable de reconstruire des camps politiques en société numérique et qu'on soit plus que dans des jeux de supporters et que ça soit un mode extrêmement préoccupant de gouvernance. C'est tout à fait possible. Et au fond, l'enjeu pour Macron, au-delà de la gouvernance qu'il mène, c'est est-ce qu'il va être capable de contribuer à la reconstruction d'un champ politique. Parce qu'il ne suffit pas d'être tout seul dans un champ politique, il faut être deux, c'est comme en foot. Il ne suffit pas d'avoir une bonne équipe, il faut deux équipes. Et la politique, c'est un peu pareil. Il y a toujours deux équipes parce que les idées comme ça, on sait très bien qu'une simulation, c'est comme il faut deux épiceries pour faire une bonne concurrence sur le prix des tomates. Et donc, c'est la même logique. Cette logique de concurrence, elle est vitale à la démocratie. En ce moment, on ne l'a plus. Et on ne l'a plus nulle part. C'est quoi qui s'oppose à Trump aux États-Unis? C'est Bernie Sanders. C'est quoi qui s'oppose en Angleterre? On n'a aucun endroit. Donc je dis, il faut le regarder dans ce contexte-là. Et donc le jeu, c'est de reconstruire du politique en comprenant bien que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la suite de la fin de la guerre froide, c'est la suite de l'effondrement du communisme. C'est le fait qu'on a détruit les catégories politiques qui nous ont permis de faire les 30 Glorieuses et la reconstruction, et qui sont effectivement ce qui a au fond succédé aux empires coloniaux, quoi. C'est, en gros, pour aller vite, il y a eu les empires coloniaux, puis après il y a eu la guerre de 14, et puis effectivement il y a eu des dictatures pendant 80 ans. Et on est là-dedans. Et je ne sais pas si on évitera la période dictatoriale, je n'en sais strictement rien, mais pour l'instant, il ne suffit pas de dire ce qui fait n'est pas bien et tout. Il n'y a nulle part pour l'instant de clé pour effectivement en avoir la certitude. Donc la question, c'est comment chaque camp va reconstruire du politique, et je ne sais pas où seront les limites, je ne sais pas comment on va déterminer ces camps, mais si on n'y arrive pas, c'est sûr qu'à un moment, il y a une demande d'ordre, c'est ce qui s'est passé avec Trump. Cynthia Fleury, sur la même question, est-ce qu'on évite la dictature? De quoi, en France? Alors, moi, je suis assez... encore une fois, alors juste un point quand même, bien évidemment les partis étaient dans une dimension spectrale, ça c'est très certain, mais fallait-il que ce soit encore acté du côté des récepteurs, et ça ne l'était pas. Donc très sincèrement, je trouve que le geste macronien a été vraiment sincèrement tout à fait exceptionnel pour cela. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a eu un effet de seuil sur la clarification par rapport à cela. Et ça, c'est énorme. Et donc, il y a un phénomène, et c'est ça que je trouve très intéressant, il y a un phénomène d'autorisation qui se joue là, à tous les niveaux, qui l'inspire. C'est un fait. C'est un fait, et c'est un fait chez une partie, bien sûr, des nouvelles générations, ce qui est logique, puisqu'il y a quelque chose de connivant au niveau de l'âge, mais pas que. Donc il y a un phénomène d'autorisation, et donc il y a quelque chose qui se met en mouvement par des individus. La question, c'est quel type de collectif, maintenant, on met en place. Parce que des individus, c'est une chose et c'est important, mais ça ne suffit pas. Et donc, il faut voir des géométries différentes de collectifs. Donc, c'est éventuellement peut-être ce qui va se mettre en place avec les entreprises, mais c'est terriblement manquant avec les élus, c'est terriblement manquant avec les collectivités territoriales, et c'est vraiment un enjeu majeur pour éviter d'arriver sur votre question. C'est-à-dire que précisément, pour éviter que le ressentiment ne monte, pour éviter que, en gros, il y ait un maillage dans la seule tête de Macron et qu'en dessous, il n'y ait pas le maillage et qu'il n'y ait pas ce miroir-là qu'il y a éventuellement dans sa tête, il faut précisément cette alliance avec le territoire, les élus, une réalité démocratique beaucoup plus forte et véritablement pas qu'il explique, mais qu'il fasse ressentir et vivre qu'est-ce que c'est que les petites dynamiques et les grandes dynamiques d'état social qu'on est en train de mettre en place. Ça, c'est le manquant, encore une fois, c'est ça l'enjeu. Si ça, c'est réussi, on remet un tour dans la machine, je pense. De toute façon, si vous voulez, la démocratie, encore une fois, c'est un territoire qui se joue aujourd'hui à différents niveaux. Donc les crises des autres pays viennent impacter directement. Il y a la question sécuritaire qui, à chaque fois, renverse beaucoup de choses aussi. Donc c'est extraordinairement compliqué de voir comment le peuple réagit à ce moment-là. Mais voilà, je pense que si cet enjeu est réussi, fondamentalement, non, je ne pense pas qu'on est dans un système où le ressentiment reprendra la main via le Front National tel qu'on l'a connu, etc. Surtout que là, je suis assez d'accord avec Jean-Pierre, il a quand même, ça aussi,
ça a été, c'est pas de sa faute. Je veux dire, c'est pas grâce à Macron, mais quel bonheur. Quel bonheur quand même d'avoir eu une espèce d'auto-explosion ce soir-là, parce que c'est vrai que ça a été flagrant là aussi, et qui quand même a fait redégringoler assez fortement le Front National, ne serait-ce que dans l'imaginaire, ce qui est pas rien. Merci. On a une petite dizaine de minutes pour les questions de la salle. Je crois qu'il y a des micros qui doivent circuler. Donc, alors, je vois pas bien. Je crois monsieur. Bonjour et merci. Donc moi je m'appelle Jean-Michel Vincent, je suis un petit entrepreneur. Attendez, je vais poser ça. Donc en fait j'avais deux questions. Il y en a une qui rejoint un des premiers enjeux qui a été cité par Cynthia Fleury au niveau de l'Anthropocène. Est-ce qu'on peut exclure l'analyse de la dette mondiale? Puisque récemment dans les Échos, on a eu un article concernant la dette mondiale qui explose. Et comment changer les choses sans tenir compte de cette fameuse création monétaire et de cette dette qui justement crée toutes les injustices et qui crée aussi tous les impacts sur l'économie et l'écologie. Donc ça, c'est la première question que je voulais poser. Ce que je rajoute à cette première question, c'est aussi un autre phénomène qu'on oublie en permanence. La deuxième cause de mortalité des 15-35 ans, c'est le suicide. Donc ça représente entre 6 000 et 8 000 personnes par an. Or, on va nous imposer une politique sécuritaire. Et pour l'instant, c'est silence radio sur ce sujet-là. La deuxième question, elle concerne l'intelligence collective. Voilà, moi je fais partie d'une association qui s'appelle Vision 2021, qui essaie de promouvoir l'intelligence collective. Il y aura un congrès le 14 décembre à Marseille, au Parc Chanot, où on va analyser justement ces problématiques. L'intelligence collective, pourquoi? Parce que je travaille aussi avec des mouvements citoyens, j'ai travaillé aussi avec la première.org, et je suis assez effaré que depuis quelques dizaines d'années, les mouvements citoyens, les organisations citoyennes utilisent avec beaucoup d'efficience les outils de l'intelligence collective. Et quand je suis en train de regarder des débats du Sénat ou des commissions parlementaires à la télévision, sur Public Sénat, je suis assez effaré de la totale obsolescence de la manière de travailler. Vous êtes courageux de les regarder. Oui. Donc voilà mes deux questions. La première donc, concerne la dette et la deuxième concerne l'utilisation de l'intelligence collective, qui est justement un des outils qui pourrait apporter une solution de travail en commun, toute coloration confondue. Merci. Merci. Jean Viard. Non, mais moi je ferais juste deux remarques. Ce que vous dites sur la dette est vrai. Dans les sociétés traditionnelles, quand c'était comme ça, on faisait un bon pogrom. Effectivement, on nous permettait d'apparer la dette en supprimant les grands dignitaires juifs qui avaient prêté l'argent. Ou alors on allait occuper Alger en 1830 pour piquer le trésor du Bey d'Alger. Bon, ces modes de régulation économique sont devenus difficiles, donc je suis d'accord avec vous que c'est un vrai problème. Faut pas oublier non plus qu'en partie aussi, c'est parce qu'on est dans une société où le poids des retraités est considérable, et donc le poids de la rente est aussi ce qui fait vivre les personnes âgées. Et qu'on est dans des modèles de société où, avec l'allongement de l'espérance de vie, il est clair que ceux qui vivent de la rente sont de plus en plus lourds. Il y a une partie de la dette qui est là. Toute la dette n'est pas là, évidemment. Je ne parle même pas de celle qui est dans les paradis fiscaux, parce que ça, bon. Mais donc, c'est aussi ce problème de génération qu'il faut quand même avoir dans l'œil. C'est qu'on est dans un modèle de société où l'espérance de vie a augmenté de 21 ans depuis 1945 et que ça a un coût financier absolument gigantesque que pour l'instant, on sait encore financer. Mais c'est en partie ça, la dette. Et la question d'une société où la vie est de plus en plus longue repose tous ces problèmes d'équilibre. Alors, c'est juste ça, je voulais dire. Et la deuxième chose, si vous voulez, qui est très compliquée, c'est la question de la parole de ceux qui ne parlent pas ou du pouvoir des sans-pouvoir, pour reprendre, puisque j'avais cité avec la Favelle, ce texte magnifique sur le pouvoir des sans-pouvoir. Et comment ces outils d'intelligence collective pourraient nous permettre, je dirais aussi, d'entendre ceux qui ne parlent pas. C'est pour ça que moi, j'ai été 6 ans conseiller municipal de Marseille, et c'est vrai que j'étais un peu rétif à toutes les formes de démocratie participative qui avaient ma sympathie. Mais dans la vraie vie, c'était toujours les mêmes que j'entendais, ça ne me permettait pas d'entendre ceux que je n'entendais jamais, et que j'entendais déjà quasiment pas, puisqu'ils venaient quasiment pas voter. Or, c'est quand même la question d'une démocratie, c'est comment on entend notamment ceux qui ne parlent pas.
Et c'est une question absolument centrale. Et c'est pour ça que je suis toujours rétif aux gens qui ont un discours sur la société comme si tout le monde allait au théâtre, comme si tout le monde avait la même culture, etc. Parce que c'est pas vrai. Et que la question, c'est pas que les élites légitiment les choses, c'est comment on écoute les autres. Et je suis d'accord qu'il peut y avoir des modes d'innovation qui peuvent être intéressantes là-dessus et que pour l'instant, on n'y a pas beaucoup réfléchi. Cynthia Fleury sur les deux questions. Alors sur la question de la dette, c'est vrai que quand même, historiquement, c'est vrai qu'on a toujours régulé par la catastrophe. Donc on ne sait pas fondamentalement réguler autrement que par la catastrophe, par la guerre, par le génocide, par que sais-je, mais certainement nous devons réguler par la réforme, et c'est de fait beaucoup plus compliqué de réguler par la réconciliation que par la révolution, si vous voulez, bon, pour la faire un peu courte. Donc c'est pas simple, et surtout quand vous avez un système où les élites politiques et les élites économiques et les élites financières sont très souvent consanguines. Consanguines non pas nécessairement au sens du sang, mais ne serait-ce qu'au sens des formations et au sens des intérêts. Le financement des campagnes, suivez tout simplement la traçabilité du financement des campagnes et vous comprenez éventuellement pourquoi tel ou tel acteur n'a pas nécessairement envie d'aller réguler tel ou tel espace. C'est à un moment donné, on ne contracte pas contre soi-même. C'est une base, là aussi, clinicienne, tout à fait essentielle. Et puis en plus, c'est un droit pour l'homme de ne pas contracter contre soi-même. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que là aussi, nous avons à réfléchir comment nous recrutons des leaders aussi différents, donc, pour qu'ils ne soient pas soumis au même type de tutelle, même s'ils considèrent qu'ils ne sont pas soumis au même type de tutelle. Je veux dire que là, que Macron, qu'on présente comme un merveilleux chérubin magnifique surgi de nulle part, est tout sauf un chérubin magnifique surgi de nulle part, peut-être magnifique, peut-être chérubin, mais en tout cas, il est l'incarnation d'un establishment tout à fait traçable et qui renvoie à un certain type d'intérêt, même si lui-même est sans doute tout à fait conscient de cela et éventuellement critique. Ce n'est pas encore une fois une attaque ad hominem, c'est une réflexion d'hyperstructure. Et donc à un moment donné, quand on travaille sur la démocratie, on est obligé d'aller mettre en place des dispositifs différents pour lutter contre ces biais qui sont bien évidemment présents par les questions des hyperstructures qui sont sollicitées. Donc ça, l'intelligence collective, par exemple, peut nous aider à ça. Je veux dire, sur ces modes de recrutement, alors on essaye, on commence, la primaire.org, que sais-je, d'autres, et commence à faire ça. Là encore, c'est un de mes grands dadas, si j'ose dire, c'est que, bien évidemment, si vous parlez d'intelligence collective, faut-il encore qu'entre guillemets, il y ait de l'intelligence. C'est-à-dire que, sous-entendu, pardonnez-moi, mais non pas que... Mais c'est-à-dire ça s'appelle la formation, ça s'appelle l'éducation citoyenne. C'est-à-dire que, je le redis encore une fois, aujourd'hui, vous voulez faire, ici dans cette salle, alors peut-être que vous êtes tous des constitutionnalistes patentés, mais vous voulez faire une initiative européenne, prendre le lead sur une initiative européenne, la Convention européenne vous le permet, le traité de Lisbonne vous le permet, vous pouvez faire vous saisir de l'article 11 et être, entre guillemets, à la tête de l'agenda de la Commission européenne. Sauf qu'il faut l'écrire, l'initiative européenne, il faut savoir le faire, il faut qu'elle soit recevable, il faut mettre en branle tout un système de 1 million de pétitionnaires qui vont vous accompagner dans ce sens-là et produire un texte. Tout ça, ça demande de la capacité. Donc, en gros, comment on crée une capacité citoyenne qui forme, qui paye, pendant que vous n'êtes pas en train de travailler et que vous vous occupez de faire de la régulation démocratique, qui assure votre survie, etc., etc. Le qui n'étant pas quelqu'un, mais étant là aussi une superstructure qui fait que vous avez les moyens de pouvoir faire ça. Donc, l'intelligence collective, oui, mais la modélisation économique de cette intelligence collective et éventuellement de cette citoyenneté capacitaire, c'est une question majeure. Et juste un point, prenons Regard Citoyen, qui est une association qui fonctionne assez bien avec le crowdsourcing et le partage de données, etc. Je me souviens, parce que ça avait été totalement... Là aussi, on sous-estime l'expertise
citoyenne, parce que les citoyens sont, by the way, aussi des juristes, des chirurgiens, des machins, des ceci, des cela, et qui pourraient totalement participer à une activité paraparlementaire digne de ce nom. Mais ce n'est pas les politiques qui nous aideront à faire ça, c'est encore une fois les associations. Et qu'est-ce qui s'était passé, si vous vous souvenez, rapidement au moment de la création de la haute autorité de la transparence pour la vie publique, qui est insuffisante, qui ceci, qui cela. Mais si vous vous souvenez, on a appelé, enfin on n'a pas appelé, vous devez faire une déclaration d'intérêt, et comment dire, tous ceux qui étaient appelés à faire cette déclaration d'intérêt avaient pris leur plus belle plume et écrit de leurs gentilles mains, bon, et avait envoyé ça à la haute autorité, qui s'était retrouvée avec des PDF de 30 pages, et qui, bien évidemment, bien illisibles, parce que personne ne comprenait ce qu'il y avait écrit dessus, parce que tout ça a été fait à la main, et qui les avait mis en ligne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les journalistes étaient allés prendre des photos des déclarations d'intérêt. Qu'est-ce qu'a fait Regard Citoyen en l'espace d'un week-end? 8000 citoyens se sont connectés pour transformer ces données en données, c'est-à-dire quelque chose qui produit de l'information. Donc les tableaux Excel, les machins, les ceci, les cela. Donc on voit très bien que là aussi, c'est à nous, la société civile, de voir demain comment nous pouvons rendre cette intelligence collective beaucoup plus capacitaire. Merci. Une toute dernière question, parce que nous avons dépassé l'heure, donc je remercie celui qui la posera ou celle qui la posera d'être particulièrement synthétique, et à nos intervenants d'être aussi synthétiques dans leurs réponses. Non. Pas uniquement pour toi. Bah si en plus vous la posez même pas, là c'est fantastique. Hein. Monsieur. Jacques Petit, je ne suis plus actif, sauf en tant que citoyen. Je voudrais revenir sur l'intérêt de jouer le territoire par rapport aux institutions pour les faire évoluer. Et je pense qu'on constate aujourd'hui que les métropoles et les régions sont les endroits où ce rapprochement entre les citoyens et les territoires se manifeste le plus. On peut prendre l'exemple des conseils de développement, pour ceux qui les connaissent. Et ma question est la suivante. Et bien entendu, ça demanderait que les régions prennent leurs enjeux d'une manière déconnectée des enjeux nationaux. C'est-à-dire que les équipes politiciennes nationales ne viennent pas perturber les régions qui sont des territoires de projet, des territoires de gestion de projet. Est-ce que vous pensez que cette orientation est envisageable et peut, parallèlement aux associations qu'indiquait Cynthia Fleury, peut jouer un rôle? Jean Viard. Moi, je ferai deux remarques. La première, je pense, si vous voulez, que le fait d'avoir fait 13 régions, c'est-à-dire en fait d'avoir donné à chaque métropole un territoire, parce qu'en fait, c'est ça qu'on a fait. On s'est dit, effectivement, la mondialisation se construit par ces métropoles, et donc, il y a 12 métropoles en France, 13 avec l'Île-de-France, on va faire 13 régions, avec le problème de l'Est et du Nord, qui a un gros problème de déficit métropolitain, pour le dire comme ça, parce que dans l'Est, il n'y a pas de vraie métropole. La vraie métropole, je ne vais fâcher personne, mais elle est un peu en Allemagne, bon, ou en Suisse. Donc on a un problème. Mais sinon, donc ça c'était un bon modèle. Je pense très important de l'avoir fait. La deuxième chose, c'est que je pense qu'en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de fusionner les régions. Ça va prendre un certain temps. C'est compliqué, ça prend du temps. Bon. Et en fait, les élus s'échinent à des négociations qu'on n'entend pas parler, mais on voit très bien comment ça fonctionne. Mais donc ça, c'est la deuxième chose, si vous voulez. Et après, je pense effectivement qu'il y a là ces 13 régions, dont l'Île-de-France, qui est pour moi la seule région mondiale européenne, je l'ai dit tout à l'heure, une négociation possible avec un État régalien léger, alerte, mais au sens du terme, c'est-à-dire celui qui donne les alertes et celui qui effectivement est léger répond vite. Il y a un modèle possible extrêmement intelligent. Et ce modèle possible extrêmement intelligent, il n'est pas encore là, mais ça sera plutôt l'enjeu des prochaines élections quand on aura fini les fusions. C'est idiot à dire, mais fusionner les régions, ça va prendre un mandat. Donc en ce moment, il y a aussi que les régions n'ont pas grand-chose à dire parce qu'elles sont prises là-dedans, ce qui explique aussi que l'État ne s'en occupe pas tellement parce que c'est un enjeu, j'allais dire, local. Fusionner les conventions collectives, les machins, les sièges des voitures, les chauffeurs, enfin c'est extrêmement compliqué. Et on voit bien qu'il y a plein de régions qui ont gardé 2 structures, etc. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais je pense que sur le papier, un État alerte, léger, régalien, et effectivement des régions territoires autour de métropoles, avec la question centrale du hors métropolitain, comme on le gère, c'est un bon modèle de développement pour le XXIe siècle. Cynthia Fleury.
Oui, moi je défends aussi cette combinatoire et c'est vrai que pour l'instant elle est encore manquante, mais ça peut, alors là pour le coup étonnamment, même si chaque région est différente, etc., à partir du moment où il y en aura une qui tout d'un coup prendra davantage le lead et montrera un petit peu le chemin, il y aura quand même, je pense, un effet d'émulation assez fort, parce qu'encore une fois, lorsqu'on regarde les questions identitaires, qui sont, je dirais, conflictuelles, plurielles, etc., il y a une identité qui est un tout petit peu plus pacifiée, si j'ose dire, c'est l'identité territoriale. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se joue différemment avec le territoire, et le territoire non pas simplement au sens de la ville, mais voilà, ce lieu comme ça, un petit peu plus, c'est étendu. Bon, donc voilà, là c'est, alors là pour le coup, et alors là les acteurs, la société civile, les entreprises, etc., sont absolument clés dans cette histoire. Très bien, merci, merci à tous les deux.